SAE part en live. SAE part en live. Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la SAE part en live. Vous avez été nombreux à nous suivre la dernière fois. Toute l'équipe de la SAE et les étudiants qui travaillent à la préparation de ce live vous en remercient. Alors, le principe est le même que pour l'émission précédente. Vous regardez une émission que vous pouvez suivre en direct et dont la raison d'être est de vous donner un éclairage sur les métiers de l'audio et de l'image à travers le témoignage de grands professionnels. Nous réalisons cette émission pour vous permettre de découvrir les coulisses de la SAE et pour répondre à vos questions en direct via le chat. Une nouveauté aujourd'hui, la présence en live de Valentin, alias Robsy, et de Johan, alias Yohan, qui nous accompagneront tout au long de cette émission, car oui, la musique live, on adore ça à la SAE. Bonjour messieurs. Alors, vous ne l'ignorez pas, nous sommes aujourd'hui un vendredi 13. Certains d'entre vous y voient peut-être un signe de chance, de bonheur ou de malheur. Ici, en tout cas, on espère que cette date nous portera bonheur, n'est-ce pas? Enfin, en tout cas, j'espère. Et ben voilà, j'aurais pas dû dire ça car les superstitions dans les métiers créatifs sont des croyances parfois bien ancrées. Par exemple, il y a la couleur verte qui est bannie sur scène ou bien ne pas souhaiter bonne chance avant un spectacle. Justement ce que je viens de faire et qui ne se fait pas. Alors, s'il y a un couac en direct, eh ben on saura pourquoi. Chance ou malchance? Et d'ailleurs, la chance c'est quoi? C'est ce que je demanderai à chacun de mes invités aujourd'hui, eux que j'ai la chance de recevoir ici à la SAE et qui ont tous un parcours très riche fait de réalisations multiples. Ma première invitée sera Vanessa Dian, productrice de longs métrages tels que La French, Edmond et plus récemment Adieu Monsieur Hoffman. Et Grégory Drey, directeur du pôle plateau chez AMP Visual, qui est une entreprise française, leader en tournage télévisé. Pas une émission que vous ne voyez à la télévision qui ne se fait sans les moyens techniques d'AMP Visual. La SAE part en live, c'est maintenant. Bonjour Vanessa. Bonjour. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui ici. Alors Vanessa, je vous présente, vous et votre parcours étonnant, surprenant d'ailleurs. Vous menez une carrière épanouissante d'assistante réalisatrice sur les films de réalisateurs qui comptent beaucoup, comme Danny Boone, Christopher Nolan, Luc Besson. Quand vous croisez le chemin d'Alain Goldman, qui vous propose de vous occuper du développement de sa société Légende, c'est bien ça? Oui, absolument, oui. On se rencontre sur Casse Départ, en fait, avec Alain. Et c'est le moment où il fait un deal avec Gaumont pour produire plus. Et il cherchait quelqu'un pour faire de la production. Et le regard que j'avais, qui était plus américain, sur le contenu, sur les artistes, sur l'envie de faire du cinéma, des choses assez ambitieuses. On s'est retrouvés là-dessus et on s'est dit qu'on pouvait collaborer ensemble. Donc là, vous découvrez et vous soutenez des projets à l'état embryonnaire, tels que La French, peut-être d'autres? Oui. Alors oui, il y a La French, il y a Edmond, il y a La folle histoire de Max et Léon, du Palmachot, leur premier long métrage. Il y a Nevada, le film de Laure de Clermont-Tonnerre aussi. Et tous ont été commencés à l'état embryonnaire, d'idées, d'envie. Alors c'est pas vrai pour le film de Laure. Laure, il y avait déjà un scénario à l'époque. D'accord. Donc être productrice, c'est ça en fait, c'est avoir du flair, ça se travaille selon vous ou c'est un don? Alors, je pense qu'il y a autant de possibilités d'être producteur que de possibilités d'être réalisateur. Donc, il y a des gens pour qui ça va être avoir du flair et des envies et prêcher quelque chose qui vient du cœur. C'est le cas d'Alain Goldman, c'est là où j'ai appris moi. D'accord. Mais qui ont aussi une faculté à aller lever de l'argent parce que c'est quand même ça aussi le rôle d'un producteur. Eh oui. Après, il y a des binômes qui existent aussi où il y a une partie qui va être plus porte-monnaie, aller chercher l'argent, une autre qui va être plus le cœur, le flair, trouver les talents. D'accord. Après, il y en a qui ont la chance d'avoir tout ça en eux et ils existent et c'est formidable. Après, il y en a qui vont être que argent. Enfin, il y a tout. Oui, autant divers que peut l'être le cinéma en fait. La personne qui va avoir envie de faire la French, par exemple, va pas être la même que celle qui va avoir envie de faire. Et en plus, c'est même pas forcément vrai. Mais, non, mais c'est très complexe. Oui, c'est vraiment un mélange de tout ça finalement. Non, mais on va dire par exemple un film qui va aller à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Il y en a. Hein. Il y a les frères Altmaier, par exemple, qui arrivent à faire les deux. Mais c'est vrai que c'est quand même rare aussi. Puis ils sont deux aussi. Enfin, voilà, je suis en train de multiplicité de choses. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Parce que ça, je pense que c'est ce qui va interpeller nos internautes, en tout cas les étudiants. Qu'est-ce qui vous a donné envie déjà d'être dans le secteur du cinéma? Je suis tombée amoureuse.
Ah bah voilà, c'est une bonne explication. À 16 ans, je suis tombée amoureuse d'un acteur qui jouait dans les films de Catherine Corsini qui s'appelle Pascal Cerveau. Okay. Et je faisais des petits cours de théâtre et du coup, quand j'ai vu la passion, enfin je voulais être réalisatrice, parce que quand je voyais la passion qu'il vouait aux réalisateurs et aux réalisatrices, je me suis dit, pour qu'ils m'admirent, il faut que je devienne réalisatrice. D'accord. Voilà, donc le chemin a été long, donc je me suis dit, l'assistanat, c'est ce qu'il y a de mieux. D'accord. Puis en fait, je me suis rendu compte que quand on est assistant, on est très loin de devenir réalisateur. C'est deux métiers diamétralement opposés. Il y en a un où on fait des propositions. Quand on est assistant, on propose tout au réalisateur, lui fait les choix. Et donc lui, son métier, c'est de choisir et d'être le capitaine du navire. Donc c'est vraiment très différent, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Bah oui, oui, oui. Et donc vous avez lâché la réalisation, le terrain, c'est sans regret? Non, alors pas du tout, c'est sans aucun regret parce que en fait, je mets ça à un niveau tellement haut artistiquement que moi j'y suis pas. J'ai essayé, j'ai fait un court-métrage qui est sympathique, mais qui n'a rien d'extraordinaire. Et du coup, je préfère accompagner des gens qui ont vraiment l'envie et le talent de ça. Parce que c'est si difficile d'avoir une vraie vision claire de quelque chose et d'avoir un talent artistique que je préfère mettre à profit, moi, ce que je peux faire pour eux les accompagner, comme je faisais quand j'étais assistante en fait, avec les réalisateurs. Il y a un truc où je les aidais à accoucher de leur bébé et je préfère être la sage-femme que celle qui accouche. D'accord. Et pourtant, on accouche aussi quand on est producteur. Je m'en doute. Mais alors, finalement, cette introspection, elle est venue comment? Elle est venue avec le temps? C'est-à-dire, justement, je trouve que vous avez une vision là extrêmement précise de vos forces, de là où effectivement où vous excellez, finalement vous dites voilà, j'ai fait un court-métrage, il est bien, mais c'est quand même pas donné à tout le monde d'avoir justement cette ça bloque aussi parce que peut-être que si j'avais un peu moins le regard critique sur moi, j'aurais continué, et puis peut-être que c'est pas au premier court-métrage qu'on se rend compte qu'on est bon, et puis peut-être que c'est en faisant 10 que tout d'un coup ils ont pas tous fait leur premier film, c'est pas tout de suite un chef-d'œuvre. Alors tout le monde n'est pas Orson Welles, c'est fait Citizen Kane, donc voilà, pour prendre Cédric Jiménez justement et La Fresne, son premier film était bien structuré, avec une force, mais il y avait beaucoup de défauts et tout ça. Le mec s'est pas arrêté, il a continué. Voilà. Donc je pense que c'est plus, je pense que quand on veut être réalisateur, faut vraiment avoir une ténacité sur soi et sur ce qu'on croit qu'on vaut, même si c'est pas le cas, qui dépasse tout en fait. Il faut persévérer, il faut aller au bout des choses. Voilà, alors c'est le cas pour le producteur, mais c'est ce qu'on le fait pour quelqu'un d'autre. On ne le fait pas pour soi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, en parallèle, justement, ça me permet de rebondir. Vous avez monté votre structure, Dai Film. C'était important pour vous de monter votre propre entreprise, sa propre structure? Oui, alors, pour pouvoir accompagner les projets auxquels je croyais moi, parce que la collaboration avec Alain Goldman était géniale. C'est quelqu'un qui a beaucoup de nez et qui est formidable et qui sait exactement les projets qui vont marcher. Et qui n'a pas forcément envie d'aller sur des choses où tout d'un coup il ne croit pas. Est-ce que je peux comprendre? Parce que c'est très difficile d'aller pitcher, ce qu'on appelle pitcher, c'est-à-dire vendre un projet à des partenaires financiers quand on y croit moyennement. Et moi, il y a des choses auxquelles je croyais plus que lui et du coup, c'était un peu frustrant. Et du coup, pour couper à cette frustration, j'ai monté ma société et puis j'ai eu la chance en fait que justement grâce au parrainage qu'a fait Alain en me permettant de rentrer dans l'univers du cinéma, en me permettant d'être coproductrice sur Nevada et sur Edmond, ce qui est quand même une chance énorme. Il m'a permis d'avoir un accès après à Philippe Rousselet pour faire Adieu Monsieur Hoffman et montrer que je pouvais en faire avec des personnes différentes, des choses différentes. Et j'ai eu de la chance. On parle de la chance. J'ai eu la chance de rencontrer des bonnes personnes qui m'ont fait confiance à ce moment-là et qui m'ont permis d'évoluer là-dedans. Si je ne rencontre pas ces gens-là, je ne fais jamais ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est une histoire de réseau aussi beaucoup. Complètement. Alors ça, c'est pas un gros mot, parce qu'en France, on a un peu l'impression que c'est un gros mot d'avoir du réseau. Et alors s'il y a un conseil que je donne, c'est que non, pas du tout. Au contraire, tout est réseau, tout se fait par cooptage. Et c'est pas mal, c'est comme ça. Et puis c'est comme ça dans tous les métiers. Dans tous les domaines, on est d'accord. Donc voilà, encore plus particulièrement dans celui-là, parce que c'est une famille, que ce soit cinéma ou télévision, ce sont des réseaux, des familles. Il y a des gens avec qui, pour reprendre l'exemple de la famille, c'est-à-dire qu'on peut avoir fait un tournage où ça s'est très mal passé avec des gens. Quand on les revoit 10 ans plus tard, on a vécu une aventure ensemble, on se serre dans les bras comme un vieil oncle qu'on n'a pas vu depuis longtemps. D'accord. C'est pareil. C'est l'esprit de famille. Et dans le côté réseau, oui, c'est-à-dire que... Et puis il y a on est adoubé aussi par des maîtres, par des gens qui ont une valeur dans le métier, qui ont un track record, qui donnent de la valeur à ce qu'on peut être, parce que tant qu'on n'a rien fait, on n'est rien. Et voilà. Donc c'est important. Très. En tout cas, vous avez eu la gentillesse de nous permettre de diffuser la bande-annonce de l'un de vos films. On la regarde et on en parle juste après. D'accord. Dans quelques jours, toi et les enfants, vous partirez. Ensuite, je vous rejoindrai.
On saute libre. Vous fermez la boutique? Oui, mais c'est toi qui vas la racheter. Moi, je peux pas parce que j'ai pas du tout les moyens. Si, parce que c'est moi qui vais te donner l'argent. Et à la fin de la guerre, on fera l'échange inverse. Monsieur Hoffman. Merci. Voilà, t'es chez toi. On dirait qu'on est des voleurs. Pourquoi voleurs? On fait rien de mal. Au contraire, on rend service. Monsieur Hoffman, qu'est-ce que vous faites là? J'ai pas réussi à prendre le train. Les Allemands contrôlaient tout le monde. Ne vous inquiétez pas, monsieur Hoffman. Vous allez rester caché le temps où on trouve une solution. À ta place, je ferai attention. Je recommanderais votre travail. Attention à quoi? Avec le risque qu'on prend en vous cachant ici. Faut mieux être bien avec eux, non? Tu me payes combien? Ils ont la même chose que ce que vous me donniez avant. Vous allez enfin pouvoir travailler sur des pierres dignes de ce nom. Espèce de salopard. Tu me fais travailler sur des bijoux volés aux Juifs. Ouvre! Soyez raisonnable. Remettez vos travail. Bonsoir, monsieur Lam. Monsieur le bijoutier. Santé. Tout ce que je fais, c'est pour toi, tu comprends? Ça, c'est pour nous protéger, nous. Arrête de me regarder comme ça! Vous avez de la chance. Mais la chance est comme la guerre. Ça ne dure pas. T'es fou. Mais on vit une période de fou. Vous n'auriez jamais dû lui proposer cette boutique. Avant, on n'avait rien. Maintenant, il veut tout. C'est impressionnant, c'est toujours agréable de revoir ces images. Alors, est-ce que c'est long à monter un film comme celui-là, avec ce casting prestigieux? Il se passe beaucoup de temps entre l'idée, la lecture du scénario, la recherche des financements, puis enfin le tournage. Enfin, ça paraît colossal. C'est colossal. C'est absolument vertigineux, c'est colossal. C'est une pièce de théâtre au départ de Jean-Philippe Daguerre, que je vais voir en Avignon et sur laquelle j'ai un énorme coup de cœur. Et puis là, tout d'un coup, il y a un alignement des planètes incroyable. Enfin, c'est fou, en fait, ce qui se passe. C'est-à-dire que je sors de la pièce et je me dis, j'aimerais tellement que ce Fred Cavaillé, il a cette tension, il n'a pas encore fait de film d'époque, voilà. Et je rencontre le metteur en scène qui me dit, j'ai envoyé le texte à Fred Cavaillé, c'est un de mes amis d'enfance. Et il m'a jamais répondu. Bon. Non, mais parce que c'est la vie, des projets, c'est du temps de lire un script. C'est pas tant du temps, on dira c'est que 2 heures, mais c'est un état d'esprit de se dire, de se projeter dans quelque chose. C'est aussi, quand on commence à se projeter dans un script, quelque part, on se doit dire oui ou non. À partir de là, tant qu'on le lit pas, on n'a pas ça entre les mains. C'est plus compliqué que ce qu'on croit. Bref, tout ça pour dire que oui, et là, voilà. Et donc, bon, et je remonte à Paris, je vais voir Danny Boone sur scène à l'Olympia, et je me retrouve à côté de Fred. Oui, effectivement, on parlait d'alignement des planètes, c'est... Et je regarde Fred et il me dit ça va? Je dis bah ouais, je remonte d'Avignon, je viens de voir une pièce de Jean-Philippe Daguerre, Adieu Monsieur Hoffman. Et il me dit ah oui, il m'a envoyé le texte. Je dis bah franchement, lis-le, c'est vachement bien. Voilà. Et puis, je rencontre Philippe Rousselet qui me dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et ça, je dis bah, « Moi, j'ai un rêve, une pièce que je viens de voir en Avignon que j'adore, qui s'appelle Adieu, Monsieur Hoffman, avec Fred Cavaillé. » Puis, je vais le faire court parce que c'est beaucoup plus long que ça, il s'est passé pas mal de choses et tout ça. Mais les planètes ont fait que tout d'un coup, c'était Fred et c'était personne d'autre. C'était avec Philippe parce que Philippe aussi a eu un énorme coup de cœur sur la pièce. Et ça, c'est une chance énorme parce que d'avoir un producteur avec son track record aussi à lui... moi, toute seule, ce film-là, comme il existe là, je ne le fais pas. On ne va pas se mentir. Il existerait peut-être différemment. Pourquoi ? Parce que même moi, je ne me sentirais pas capable, en fait. En vrai. Et je suis très contente, surtout vu ce qu'on a traversé. On a été le premier film arrêté par le Covid. Si tout d'un coup, il faut garder les équipes pendant 3 mois, tenir tête aux banques, etc. Moi, toute seule, toute fragile, à mon avis, j'aurais dû le revendre, le film, et j'aurais même plus de part dedans. Non, mais si on se parle tout à fait honnêtement. Donc, j'étais très contente d'avoir un grand frère qui est Philippe Rousselet, qui était avec moi, et avec qui on a pu s'accompagner et traverser ça. Et franchement, voilà, jamais j'ai regretté ce choix-là. Et puis, la pièce n'était pas du tout connue. C'est devenu un gros succès, ça a eu plein de Molières après, mais au moment où on signe, on se tape dans la main tous ensemble, ce n'était pas du tout le cas. Et puis surtout, moi je tiens à saluer Jean-Philippe Daguerre qui m'a fait une fidélité, dans le théâtre ils sont incroyables parce qu'on s'est rencontrés, on s'est tapé dans la main, à partir de là il y a plein de gens qui sont venus le voir, il n'a cédé à rien, je fais sa prochaine pièce, d'ailleurs on l'adapte aussi pour le cinéma.
Et pareil, quoi, c'est quelqu'un d'incroyable, vraiment. Et alors, en termes de temps, si on se situe... Alors, c'est très long. Enfin, c'est très long. Alors, c'est pas très long. Ça a commencé quand, en fait? Je sais même pas dire. C'est difficile. Ouais, c'est difficile à dire. Avignon, avant Covid? Ah oui, bien avant Bien Covid. avant, enfin, plusieurs années avant on est Covid. 3 ans avant Covid. 3 ans avant Covid. On est 3 ans avant Covid. En fait, Fred était en préparation du jeu. Il tournait un autre film. Oui. Ouais. Donc, il fallait attendre qu'il ait fini le film. Donc là, on parle d'une année. Là, il s'est mis à écrire. Donc, on fera une année encore, 2 ans. Et là, on décide... je crois que ça met 1 an et demi, presque 2 ans d'écriture. D'accord. Parce qu'un scénario, c'est très, très long à écrire. Quand on a une V1, on est très, très loin du compte. Alors, il y a des contre-exemples. La French, 6 mois d'écriture. Jean, Gilles, tout de suite. Ouais. Incroyable. Bah, en fait, il l'avait en lui. Oui, c'est ça. Ouais. Depuis 10 ans, il l'a accouché, il attendait que ça, qu'on lui demande de l'écrire. Mais c'est très rare. Et pareil pour Edmond. La version qui est de la pièce, pas loin. Il a fait très peu de changements et c'est la version qu'on lit aujourd'hui. Mais le Palmacho, 2 ans d'écriture, facile, presque 3 ans, je crois. Donc, en général, quand on part d'une idée qui n'est pas quelque chose qui est en train de mûrir pendant des années à l'intérieur de quelqu'un, le projet de sa vie, quoi, puisque que ça soit Cédric ou Alexis, c'était le projet de leur vie. J'ai un rêve un jour, c'est de raconter cette histoire. Les deux, c'était ça. Quand on est plus dans qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, ou j'ai lu ce livre, j'ai vu cette pièce, tiens, viens, on essaie de l'adapter, qu'est-ce que tu en penses? Bon, là, à mon avis, il faut compter minimum 2 ans. C'est vraiment le grand minimum. Moi, j'ai 4 films qui vont être en tournage cette année. Les 4, c'est 4 ans de travail. D'accord. Oui. Donc, avec le Covid au milieu aussi. Oui, donc ça n'est pas non plus. Donc, travail d'extrêmement longue haleine. Oui, il faut avoir beaucoup de patience. C'est ça. Et la grande différence, je pense, avec ce qui se fait aujourd'hui en plateforme, en série, c'est ce temps, en fait, de réflexion, de retourner, de travail très très en profondeur. En fait, on est un peu comme dans le prêt-à-porter et la haute couture. C'est très cher, c'est beaucoup plus d'argent, les enjeux financiers sont plus forts, les castings aussi. Et du coup, l'écriture est aussi plus ciselée normalement. C'est de l'artisanat. C'est de l'artisanat. Après, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas non plus s'épuiser. C'est compliqué de réussir sur la durée à garder. Mais si vous prenez le jeu de la dame, j'ai parlé avec le producteur à Cannes. Donc c'est 18 ans. D'accord. Le mec a les droits. C'est un livre dont il prend les droits il y a 18 ans pour faire un long métrage qu'il n'arrive jamais à monter. Et puis finalement il décide de faire une série et puis finalement ça va sur Netflix et puis voilà. Et ça devient un énorme succès. Mais alors, moi à sa place, je l'ai trouvé hyper philosophe. Mais moi je suis très très énervée parce qu'il n'a pas de droit dessus. C'est Netflix qui a tous les droits. Ça devient un énorme succès. Enfin, il y a un peu rageant, frustrant, quoi. Bien sûr. Et donc, l'aboutissement, finalement, quand ça arrive sur grand écran comme ça, quelle est la sensation, justement? On parle de temps, on parle d'un processus qui est extrêmement long, on y met ses tripes, on y met son cœur. Enfin, quelle est la sensation? Comment on se sent quand on le voit la première fois? Alors, le vrai premier film que j'ai vu comme ça abouti, c'est La French. Et ça, c'était... parce qu'on perd un peu de cette... fraîcheur au fur et à mesure des films et des années, je pense. Mais vraiment, je me rappellerai toujours, c'était à Toronto au festival, l'avant-première, et de voir le film sur grand écran avec un public qui réagit, qui aime le film. C'était génial, quoi. Enfin, moi, qui suis... C'est des frissons, quoi. Oui, c'est des frissons partout. Mais chaque fois qu'on donne le film au public... Edmond aussi, quand on l'a montré à Angoulême... C'était très, très, très touchant. La même chose pour la première à Los Angeles de Nevada, qui est un film, Laure, je l'accompagne. Enfin, j'ai vu ses courts-métrages et je l'ai suivi depuis là. La première fois où on voit le film, c'est toujours beaucoup d'émotions, en fait. Oui, c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions, mais en même temps, c'est pas quelque chose... Enfin, c'est comme toutes les... Alors, je dis pas que les films sont tous des réussites, mais le fait d'arriver à le diffuser et qu'il existe sur un grand écran, parce qu'il y a tellement de films qui n'existent pas. Enfin, c'est 10%, je pense, de ce qui peut s'écrire qui passe sur grand écran. C'est tellement de travail pour arriver là qu'en même temps, il y a un peu un soulagement. Il n'y a pas que de la joie. Il y a quelque chose Ça y est, c'est fini, j'ai livré, quoi. Moi, je trouve que c'est marrant, depuis récemment, j'ai eu 2 enfants, en fait. Donc, on tombe enceinte et on nous dit toujours... Vous allez voir, le jour où vous n'en pourrez plus de l'avoir en vous, ça va sortir. Bon, les films, c'est pareil. C'est la même chose. On accouche d'un film. Il y a un moment, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte.
Donc, si vous deviez expliquer à des jeunes en quoi consiste le métier de producteur et de productrice, parce que moi, j'insiste, une femme productrice, je suis très fière d'être aux côtés d'une productrice sur cette émission. En tout cas, ça prouve que les femmes ont aussi, il y en a beaucoup, mais il y en tout a cas, beaucoup, leur surtout en place, télé. et voilà. Et donc, quelle formule, quelle expression vous employeriez pour expliquer un petit peu ce métier et surtout ce qu'il faut avoir en soi pour y arriver? Déjà, moi j'ai envie de dire quelque chose, c'est qu'étonnamment, dans les productrices indépendantes, il y a très peu de femmes sur des budgets très lourds. D'accord. C'est beaucoup des hommes. Ok. Je ne dis pas nécessairement qu'on ne donne pas aux femmes la chance de pouvoir faire ça. Je me demande si elles ne sont pas plus dans quelque chose de vouloir faire des choses qui seront rentabilisées ou à mon avis, il y a la peur de se dire qu'est-ce qu'on va aller dépenser 20 millions. Voilà. Alors, il y a récemment Vanessa Van Zulen qui contredit tout ce que je dis, mais elle est un peu unique et toute seule. Hein. D'accord. Non, mais c'est vrai. Après, tous les budgets sont en dessous de 5 millions. Il y a pas mal de femmes, surtout sur les films d'auteur. Peut-être plus l'envie aussi d'aller chercher des choses profondes, artistiques. On est plus dans l'art. Alors que les mecs, quelque chose de plus, plus cher, de plus fort. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, les chiffres sont là. Si on regarde les budgets au-dessus de 5 millions, il y a quasiment plus de femmes. Et en dessous de 5 millions, il y en a beaucoup. En long métrage. Par ailleurs, en télévision, il y a beaucoup de productrices. C'est bizarre parce que c'est... Je sais pas. Alors, il faut fédérer. Producteur ou productrice de long métrage, il faut fédérer plusieurs partenaires. C'est la grande différence avec la télévision. La télévision, et vous prenez plus de risques. Parce qu'il faut développer jusqu'à un scénario. Donc, il faut passer 2 à 4 à 6 ans, à 10 ans à développer, jusqu'à avoir un casting. Et une fois que vous avez ça, donc votre réalisateur avec son scénario, son casting, un casting qui marche, c'est-à-dire qui peut faire des entrées au cinéma, là vous allez voir un distributeur, et donc il y en a un certain nombre sur Paris, qui vous proposent le projet, et ils lisent, et ils vous font des retours, oui j'ai envie, j'ai pas envie. Donc ça c'est le métier du producteur. C'est-à-dire donc, d'aller chercher quelle idée il a envie de porter, de l'accompagner jusqu'au moment où il va aller chercher de l'argent pour que ça puisse exister et se faire avec des partenaires qui croient en lui et qui se disent il va livrer quelque chose de bien. D'accord. Et donc tout ça est une histoire de réseau aussi. Il faut créer son réseau pour effectivement savoir où aller lever ses fonds. Oui. Il faut avoir aussi une grosse connaissance artistique, culturelle. Oui, pour avoir des arguments. C'est ça. Donc comment vous avez développé tout ça? Par curiosité, par un travail acharné, par comment vous avez oui, je pense que déjà j'ai eu la chance de travailler et d'être rémunérée par Alain Goldman pendant 4 ans et demi pour juste débusquer tout ce qui se faisait de nouveau, tout ce qui existait. Et je me rappelle avoir regardé une année, j'avais lu je crois 700 scripts dans l'année. D'accord. Je les avais tous posés sur un canapé et c'était une pile énorme quoi. Et je me suis dit j'ai lu ça en une année. Donc nécessairement, et puis plein de livres, plein de rendez-vous avec des éditeurs, et du coup un gros réseau qui s'est constitué grâce à lui parce que par le nom de légende et d'Alain Goldman, j'ai rencontré tout le monde sur Paris. Mais j'ai aussi très très bien travaillé, j'ai toujours lu, j'ai toujours fait des réponses, j'ai toujours tâché d'être irréprochable dans ce que je faisais pour me créer un nom à moi en fait. Ça c'est très important. Oui. En termes de travail, vos journées s'organisent comment ? Comment ça se passe, la journée d'un producteur? Alors, déjà, est-ce qu'il y a une journée type? Il y a beaucoup de déjeuners. Oui. Parce que c'est beaucoup du relationnel. Voilà. Donc, une journée type, je pense que c'est au minimum une lecture, que ce soit un scénario, un livre par jour. D'accord, par jour. Ouais. Nombre de pages? En fait, on ne lit pas nécessairement les choses en entier. Rapidement, on sait si on a envie ou pas. Ça c'est ce que m'avait dit Alain. Il m'a dit, c'est simple, Vanessa, vous prenez un livre, un scénario, soit au bout de 10 pages, vous êtes embarqué, vous avez envie de suivre l'histoire, soit vous lâchez et c'est pas la peine, il faut passer à autre chose. Quoi. Et c'est pareil pour les livres. Et après, c'est pas parce qu'on tire le truc jusqu'au bout que ça veut dire qu'il faut le faire non plus. Bien sûr. Ça pose moult questions par ailleurs. Donc beaucoup de lectures, beaucoup de relationnel. Voilà. Et après, des rendez-vous avec les auteurs, des rendez-vous avec il y a au moins une fois par mois un festival ou effectivement un endroit où on rencontre beaucoup de monde parce qu'il faut toujours exister, dire ce qu'on fait. Et c'est compliqué parce que souvent on dit des choses qui vont arriver mais qui ne sont pas encore là. Donc il faut savoir bien se pitcher, savoir bien se vendre. Savoir se vendre. Et vendre ses projets. Très important. Ouais. Alors, je l'ai dit en introduction, Vanessa, aujourd'hui nous sommes vendredi 13. Oui. Est-ce que vous êtes superstitieuse? Oui.
Alors, quelle est votre définition de la chance? On a plus ou moins abordé j'ai plus ou moins une sorte de réponse. Vous avez beaucoup utilisé le mot chance. Bah oui. Alors, vous êtes superstitieuse. Comment ça s'illustre chez vous? Moi, on me dit que j'utilise trop, en fait, parce que je mets tout sur le compte de la chance et pas assez sur le travail. Alors que je suis très, très travailleuse. Mais tout d'un coup, je me dis, qu'est-ce que j'ai eu comme chance? Et tout le monde me dit, non, tu as bossé, en fait, comme une dingue pour arriver là où tu en es. C'est pas du tout de la chance. Je pense qu'il y a les deux, en fait. Et ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, souvent, on voit où arrivent les gens, le succès, mais on voit pas le chemin parcouru. Et le chemin parcouru, il est très laborieux. Donc, vraiment, faut pas se dire je veux arriver là, il faut réfléchir à qu'est-ce que c'est dur pour arriver là, parce que c'est très très dur. Alors c'est dur, pourquoi? Parce que ça représente beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, de l'abnégation aussi, beaucoup le cinéma. Ouais. Pourquoi c'est difficile? Pour tout ça. Parce que c'est très très dur de rentrer dans un univers. Alors sauf si on a des parents qui sont dedans ou des gens qui nous introduisent et tout ça, mais c'est un milieu où c'est très dur de rentrer dedans. Moi, je sais que j'ai eu des stagiaires qui ont travaillé avec moi quand j'étais chez Légende et ils ont tous fait des carrières de dingue et j'étais à chaque fois le premier stage, leur première porte d'entrée dans le cinéma. D'accord. Et je les revois aujourd'hui et ils sont reconnaissants. Et je comprends parce que moi, en fait, et là, j'ai une jeune fille qui travaille avec moi qui s'appelle Violette qui est super. Et quand j'aurais aimé rencontrer ça, en fait, à cette époque-là. Et ça a été très dur. Et moi, au départ, je voulais être actrice. D'accord. Et sauf qu'il y a eu tellement de harcèlement sexuel et tout ça que j'ai arrêté pour me dire je me mets derrière la caméra, comme ça je serai protégée. D'accord. Est-ce que vous êtes vraiment protégée? Oui, justement. Ouais. Comment voyez le métier maintenant? Parce qu'on parlait. Alors ça a beaucoup changé. D'accord. Pour ça, pour le comportement des hommes. Alors après, j'ai pas le même âge aussi. Donc je suis pas une jeune fille de 20 ans. Je sais pas. C'est difficile de savoir. On n'est pas du tout pareil. On n'est pas du tout traité pareil à mon âge avec ce que j'ai fait, les relations que j'ai, et une jeune fille qui connaît personne, qui a 20 ans, qui arrive là-dedans. Donc pour une femme, c'est possible de faire sa place dans ces métiers. Là, vous nous rassurez vraiment. Oui. Il faut persévérer, travailler et puis pas hésiter à développer son réseau. Oui, et je pense qu'il faut vraiment. J'ai développé un réseau qui s'appelle Girls Support Girls, qui est un dîner trimestriel de networking au féminin avec Caroline Lebovici. Et je pense qu'il faut aussi faire preuve de sororité, en fait, de ne pas hésiter, de fraternité, d'entraide, de coopter. Il ne faut pas avoir peur d'aller défoncer les portes. Moi, la jeune fille qui s'appelle Violette, avec qui je travaille, je l'ai rencontrée en sortant d'un resto. Elle m'a sauté dessus, elle me dit « J'ai entendu votre conversation, j'aimerais bien faire ça. » Je dis « Tiens, je t'envoie 3 scripts, fais-moi des fiches de lecture et puis on en reparle. » Et du coup, c'est comme ça que je l'ai pris. Je me suis dit « Il faut faire preuve de culot. » Mais c'est super. En même temps, c'est très rare, les gens comme vous qui acceptent ça. Oui, parce que moi, j'en rêvais. Oui, voilà, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré, Vanessa. C'était très intéressant. Enfin, moi, j'adore, je lis les paroles. Mais un dernier mot. La musique dans un film, c'est très important. C'est primordial. Oui. Donc, en tant que productrice, est-ce que vous choisissez les compositeurs? Est-ce que c'est vous qui avez le choix de la musique? Qui va composer la musique du film? Non. Pas du tout. Alors, c'est pas du tout parce que c'est jamais pas du tout. Enfin, à moins de travailler avec des gens, mais moi je travaille pas avec des gens comme ça. D'accord. Les réalisateurs avec qui je travaille ou auteurs, c'est des gens avec qui j'ai envie de... C'est collégial, on réfléchit ensemble. Voilà, mais en vrai, c'est tellement dans l'ADN de la proposition artistique que ça appartient concrètement au réalisateur ou à la réalisatrice de dire j'ai envie de travailler avec un tel. Après, si ça n'a aucune cohérence avec le propos et le sujet, on va en discuter. Et puis je vais lui dire, écoute, t'es sûr? Parce que moi, les échos que j'ai eus sur lui, voilà, c'est peut-être pas nécessairement nana. Après, une musique, en général, ça peut être aussi au niveau du budget, ça peut être une musique qui est très coûteuse. Donc là, on discute et on dit, voilà, en faisant des contre-propositions, en proposant autre chose. Mais c'est vrai que c'est très très important. Enfin, pour moi, c'est une des choses les plus importantes, la musique, parce que ça touche à l'âme. Effectivement. Ouais. Parfait. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Et en tout cas, ma transition est toute trouvée, puisque la musique fait partie de l'ADN de la SAE. Ici, tout le monde écoute, fait de la musique, compose, remix. En tout cas, on retrouve et on écoute nos 2 DJ en live, Valentin et Yoann. C'est à vous. Et encore merci, Vanessa. De rien. Merci. Valentin, Yoann, super.
Moi, j'aimerais comprendre comment ça fonctionne tout ça, parce que c'est plein de machines, plein de boutons. Je trouve ça hyper intéressant. Alors les platines, je sais ce que c'est. Nos internautes qui s'intéressent à la musique ne savent peut-être pas à quoi servent tous ces boutons. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça marche? Oui, bien sûr. Alors, pour commencer, tu l'as déjà nommé. Il y a les platines qui sont là. Ici, tu as des lecteurs multimédia et ici, tu as une table de mixage. En gros, cette partie-là et les deux parties après servent à envoyer le signal, donc les musiques. Et ici, la table de mixage, c'est un peu le cerveau de notre setup qui permet donc de faire les transitions, de gérer les fréquences, les filtres et les niveaux. Ok, très bien. Et donc du coup, ça a si je tourne un des boutons, là, n'importe lequel, ça a une répercussion sur ce qu'on entend. Là, par exemple, tu as un EQ, si tu veux, là, tu vas couper les aigus, par exemple. Voilà, tu vois, tu coupes les aigus. Pareil, là, ce sont les médiums, les basses, et là, par exemple, il y a un filtre. Hop, complètement, on revient. Ce sont des effets plus artistiques pour faire des transitions un peu originales en fonction des styles de musique. Alors moi je suis un peu à l'ancienne, mais à l'époque effectivement on mettait des disques, on mélangeait les disques, etc. Comment vous mettez finalement la musique à l'intérieur pour réussir à la mixer justement? Vous mettez des playlists, comment ça se passe? Ouais, c'est ça. Là par exemple tu vois on a une clé USB juste ici avec des fichiers donc audio à l'intérieur. Tout se fait en amont, souvent sur ordinateur d'abord, on fait nos playlists, on choisit nos morceaux en fonction de la soirée, en fonction du style, et puis arrivé sur place, on commence la soirée. D'accord, super. Ou l'événement. Et du coup, est-ce que c'est des choses que vous avez appris ici, à la SAE? Est-ce que ça fait partie de votre cursus de savoir utiliser ces petites machines? Est-ce que ça fait partie de ce qu'on vous a appris ou pas? Ou est-ce que c'est uniquement par appétence? Parce que tout le monde n'a pas envie de devenir DJ. Enfin, on ne forme pas forcément des DJ. Donc, voilà. Non, la SAE, en fait, elle nous a permis de nous améliorer sur tout ce qui est traitement sonore, vraiment, avec les équalisations, les compresseurs, etc. Ça nous apporte aussi l'oreille, entre guillemets. L'oreille plus musicale, étant donné que là, ça va être vraiment du beat match, donc synchroniser deux sons en même temps. Et c'est plus une prestation live, alors que le travail que la SAE va nous inculquer, c'est avant la prestation live. Savoir utiliser la technique. Là, par exemple, apprendre à utiliser ça, c'est comme apprendre à utiliser un instrument de musique. Comme un guitariste qui va travailler, là, on va travailler pareil, en s'entraînant. Donc, il y a un peu de tout. Mais ça paraît quand même plus compliqué. C'est-à-dire qu'un instrument, on n'en a qu'un. Là, il y a tellement de boutons, tellement de choses mais finalement, pas tant que ça. Regarde, là, c'est 4 fois la même chose. Au final, on s'y fait avec le temps. Voilà, c'est une habitude. C'est comme un ordi, quoi. Exactement, voilà. C'est juste que c'est plus moderne, on va dire. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour ces éclairages qui, je pense, en disent certainement plus à nos internautes. Alors, on l'a vu, la SAE s'ouvre au métier de la production. Et dans la chaîne de production, il y a des métiers de l'ombre qui sont essentiels, passionnants, prenants. De tous les programmes, de toutes les émissions grand public, de tous les grands événements en direct retransmis à la télévision, il n'y en a pas un qui ne soit pas passé entre ses mains. Pour que techniquement le tournage soit réalisable et diffusable, j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Drey de chez AMP Visual. Bonjour Grégory. Bonjour Christelle. Eh bien, merci d'avoir quitté tes plateaux énormissimes et tes superbes cars régies, donc qui nous font envie d'ailleurs, qui nous font de l'œil en permanence sur les parkings, pour venir sur notre plateau bien plus modeste en tout cas, pour nous parler de ton métier. Alors, on va pas se mentir, Greg, on se connaît depuis un petit moment maintenant. On est voisins puisque la SAE est implantée à la Plaine Saint-Denis, au beau milieu des studios de tournage, là où se tourne la Starac, The Voice, en passant par les enfants de la télé, Danse avec les stars, et j'en passe. Et lorsqu'il y a un grand événement, comme une prise de parole de l'Élysée, comme un défilé du 14 juillet, une compétition sportive, plus récemment la Coupe du Monde, je crois aussi. AMP Visual, vous assurez la retransmission. Bref, AMP est leader sur son marché. Pas une émission qui ne se tourne sans vos moyens techniques, dont on a pu entrevoir la performance dans les images que l'on vient de voir. Alors, Greg, en chiffres, qu'est-ce que ça donne? D'abord, merci de m'accueillir. Mais c'est un plaisir. C'est un plaisir. Je suis vraiment très impressionné par votre installation. AMP, c'est une société qui fait 155 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est leader en France de la prestation audiovisuelle. 3e au niveau mondial. C'est maintenant 600 collaborateurs
environ. On a une flotte d'environ 35-40 cars régies, voilà, de plusieurs tailles différentes. Et on a 25 studios, voilà, qui représentent une grosse partie du parc studio en France. Voilà. Nos studios sont essentiellement destinés à l'activité télévisée. On fait très très peu de... On fait même pas du tout de cinéma. D'accord. Voilà, parce que c'est pas du tout notre métier. Okay. Donc notre métier, c'est surtout la télévision... Le direct, quoi. Le direct, l'enregistrer, etc. Mais on fait tout sauf de la fiction. D'accord. Et c'est l'entreprise qui embauche le plus d'intermittents, c'est ça? En France, oui. Est-ce que tu peux nous décrire concrètement les métiers auxquels vous recrutez justement, enfin pas tous les métiers parce que c'est tellement énorme. Mais... C'est essentiellement des métiers techniques. D'accord. Vidéo et son. Okay. Voilà. Donc on forme beaucoup de jeunes assistants vidéo et son. On a monté un centre de formation chez nous interne qui s'appelle MyTV School, où voilà, on essaye de former le plus vite possible parce qu'on a beaucoup de demandes. D'accord. On a un gros turnover et donc on essaye d'avoir des gens qui connaissent parfaitement nos métiers pour qu'ils soient opérationnels le plus vite possible. Rapidement. Voilà. Alors, quel conseil justement tu pourrais donner à un jeune qui est technicien du son quelles sont, parce que je ne peux pas dire quelle est la qualité, quelles sont les qualités selon toi qu'il faut avoir pour bien s'insérer dans une équipe de production? Pour moi, la première des qualités, c'est d'être humble. Voilà. Ça, c'est la première des choses. D'être poli, courtois. C'est important. Ça paraît anodin, mais c'est quand même hyper important. Parce que c'est avant tout un métier de contact. Puisque la première chose que le client, enfin, nos clients, on contacte directement sur nos studios ou même sur les tournages extérieurs, c'est les techniciens. Donc c'est de savoir dire bonjour, se présenter tout simplement. Mais ça paraît idiot. Le savoir-être. Hein. Exactement, le savoir-être. C'est extrêmement important d'être poli et surtout d'écouter. Voilà, écouter ceux qui sont au-dessus, qui vous forment, etc. Parce que ce sont les sachants et c'est comme ça qu'on apprend son métier. Bien sûr, bien sûr. Et surtout, les sachants, ils aiment transmettre, c'est hyper important. Et il faut surtout ne pas hésiter. Quand on ne sait pas, on pose des questions. Et on aura toujours des réponses. Voilà. Plutôt que de faire... Exactement, d'arriver les mains dans les poches, je sais tout, moi je sais tout faire. Non, non, on apprend tous les jours. Et toi, maintenant, tu as le sentiment que, justement, c'est le rôle des écoles, de préparer à avoir ces compétences. Mais là, de compétences, là, c'est ce qu'on appelle les soft skills. C'est le savoir-être, comment je vais me comporter dans un monde professionnel. Et est-ce que tu trouves qu'on a encore beaucoup de travail à faire dans les écoles pour accompagner, justement, les jeunes à ce niveau-là? Oui. Oui, beaucoup, énormément. Pourquoi? Parce que le métier a changé considérablement. Bon, je vais faire un peu le vieux, mais bon, ça fait 30 ans que je travaille. On fait tous les vieux. Voilà. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé mon métier, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'était à peine si on avait un PC. Et maintenant, avec les nouvelles technologies ou avec son téléphone portable, on peut faire un long métrage. J'exagère, mais bon, pas trop finalement. C'est vrai qu'on arrive un peu avec des gens qui veulent avoir une information tout de suite maintenant, voilà, et qui ne prennent pas le temps d'écouter et d'apprendre leur métier. Donc oui, je trouve que le rôle des écoles, des centres de formation sont vraiment essentiels. Pour poser les choses, dire attends, tu vas trop vite, prends le temps d'apprendre et après tu pourras bien exercer ton métier. Mais oui, parce qu'en plus la formation arrive tout au long de la vie. Tu parlais effectivement du centre de formation que vous avez développé en interne. Effectivement, l'idée c'est d'après d'aller caler et de faire évoluer des compétences techniques qui ont été acquises dans une école, ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut arriver aussi sans avoir fait d'école. Mais en revanche, toutes les qualités intrinsèques liées à la posture dans le monde professionnel, ça effectivement, il faut qu'une école, dès la sortie du bac, dès le fait qu'on ait envie de rejoindre ces métiers-là, ce soit acquis en tout cas. D'ailleurs, les équipes de production au travail sur de grands événements, voici un bel exemple en images. Tous les ans, on se dit, mais jusqu'où s'arrêteront-ils? Ils mettent de plus en plus de moyens sur les extérieurs et ils prennent de plus en plus de risques, ils nous challengent de plus en plus.
Chez MP Visiver sont vraiment très forts. C'est bien de pouvoir s'appuyer sur des équipes comme ça, c'est super. On doit couvrir tous les Champs-Élysées, qui fait à peu près 2 km. On a installé une fibre entre l'Arc de Triomphe et la Concorde. Alors les nacelles sont indispensables pour faire le suivi de l'hélico avec le tracking, ce qui permet de faire toute la couverture vidéo, audio aussi pour les journalistes. On a 2 nacelles, voilà, une pour chaque chaîne. AMP nous fournit une partie des moyens HF que nous embarquons dans les valises spécifiques des hélicoptères. On travaille à la fois pour le signal inter, un privatif TF1, un privatif France 2, donc des informations qui ne doivent pas être mélangées entre ces 2 chaînes. De travailler avec les mêmes interlocuteurs qu'AMP Visual TV sur des équipements qu'on loue nous permet d'avoir une fluidité dans les échanges et dans la communication technique. C'est les bons moyens toujours, c'est beaucoup de caméras embarquées, c'est les présentateurs dans des nacelles escape, dans des hélicoptères, ça saute en parachute et tout, donc il y a toujours un peu de stress aussi pour être sûr que ça va fonctionner. Moi, je trouve ça toujours très impressionnant. Ça me donne toujours envie de travailler chez vous quand je vois ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que je ferais, tu me diras, parce que bon, techniquement, bon, ça, je m'en doute. Mais en tout cas, ça représente combien de personnes l'organisation d'une manifestation comme ça là vous ça, sur le terrain, en gros, tu as 150 personnes, bon, je vais dire techniciens. Oui. Et en amont, on a environ 5-6 personnes en production qui vont travailler. On a un chef de projet, enfin même plusieurs chefs de projet, surtout par rapport aux diffuseurs. D'accord. Parce que c'est pas les mêmes suivant les diffuseurs. Mais oui, en gros, c'est 3 semaines, 1 mois de vraie préparation. Et voilà. D'accord. Quand tu parles de technicien, c'est tout métier confondu? Oui. Image, oui, son. tout à fait. Tout à fait. C'est oui, bon, on a l'habitude, on a la chance de pouvoir faire ce genre d'événement. On a fait aussi les 24 heures du Mans, par exemple. Il faut aussi savoir qu'on a vraiment une excellence sur certains domaines, notamment les métiers de la HF, puisqu'on exporte aussi nos équipes, nos savoir-faire à l'étranger, par exemple sur les courses automobiles, sur les caméras embarquées, où c'est une vraie spécificité de l'entreprise et c'est un savoir-faire reconnu. Alors, c'est aussi les Jeux Olympiques, par exemple. Ben justement, j'allais y venir. Alors, les Jeux Olympiques, on a envoyé 2 cars en Chine au dernier JO. Mais alors maintenant, ce qu'on fait grâce aux nouvelles technologies, on fait de la remote production. D'accord. Et alors ça consiste à... Alors, c'est-à-dire qu'on reçoit des signaux sur les terrains, on réalise en France et on retransmet dans d'autres pays. En direct. En direct. Là, je vous donne un exemple. On a fait sur un de nos plateaux pour une chaîne, pour un bouquet africain. On recevait les signaux du Qatar, de tous les matchs. Ça passait chez nous. On a un media center qui recevait tous les signaux de tous les matchs. On avait une vingtaine de traducteurs qui traduisaient en simultané. On balançait les images sur un plateau type le Canal Football Club, avec des spécialistes, etc., qui commentaient les matchs, qui faisaient un vrai magazine, et après on retransmettait les images vers le Togo, qui eux le retransmettaient sur tous les pays d'Afrique, via un bouquet payant. Et ça, on vous fait ce type de commande combien de temps en amont? Là, ça a été très très court, ça a été environ 1 mois. Ah oui. 1 mois, on a tout mis en place. Voilà. D'accord. Et moi, ça me fait toujours peur, justement, tout ce flux d'images, quand tu parles de retransmission qui part de Chine et qui revient ici, ou du Qatar, bref, de n'importe où dans le monde. Et quand on est sur du direct, faut pas se planter, quoi. Non.
Parce que nous, ici, on a les SAE Parents Live, c'est à n'importe quel moment, quelque chose peut foirer. Mais c'est l'objectif, on est dans une école. Mais comment vous faites justement pour backuper tout ça et être sûr qu'il ne va pas se passer on croise les doigts, mais des pas. Non, mais bon, sur les très très gros directs, il y a 2 quarts satellites. Maintenant, il y a la fibre qui nous permet aussi. Maintenant, les fibres qui partent, tous nos studios sont fibrés, d'accord, avec une fibre spéciale, qui vont directement vers notre Media Center, qui balance directement soit chez les diffuseurs TF1, France Télévisions, ou directement au CERT, qui après les diffuse où ils le souhaitent. Donc ça, c'est notre fibre principale. D'accord. Donc ça risque rien, on va dire. Et puis sinon, il y a toujours un quart satellite au cas où. C'est vrai, toujours un petit quart satellite. Et sur les très très gros événements, on met un 2e quart satellite, peut-être même un 3e quart satellite. Voilà. Ouais. Donc l'infrastructure et le matériel fait aussi. Oui, toujours. Non, mais c'est comme à l'électricité. Qu'on peut avoir des coupures électriques. Donc il y a toujours un groupe électrogène pour sécuriser, quand on nous le demande, surtout sur les directs. Dès qu'on fait une émission directe, on met toujours un groupe électrogène. C'est obligatoire. Et alors les JO 2024, vous allez couvrir aussi? Oui. Sur tout ce qui va Je ne sais pas encore. Ah d'accord. Voilà, je ne sais pas encore. Encore gros projet en perspective. Oui, alors il faut savoir que les JO, c'est tellement immense que même tous les cas régis du monde entier ne peuvent pas faire toute la prestation. Ah oui. C'est tellement gigantesque. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui ne seront pas rediffusées. Ou alors d'une manière différente, mais en fait, nous, on ne pourra pas tout fournir, c'est sûr. On va mettre une partie du dispositif, mais après, c'est le broadcaster qui décide, de toute façon, parce que c'est lui qui choisit ses prestataires, etc. Donc, on va avoir quelques clusters, c'est-à-dire soit le Stade de France pour faire des événements, ou alors un stade pour faire la natation, j'en sais rien. Et voilà, mais on ne pourra pas non plus tout faire, c'est impossible, puisqu'on ne peut pas non plus délaisser notre activité. Et alors, tu me disais également, pendant qu'on regardait là, les images du 14 juillet, que tu t'occupais également d'organiser les grands débats d'entre-deux tours, les débats politiques. Mais alors, c'est pareil, comment vous gérez tout ça Nous, il faut savoir... combien de temps en amont on passe la commande Nous, on sait, parce qu'on a un programme. Alors, on sait qu'il y a des élections, il va forcément y avoir des débats. Donc, on se rapproche des 2 principaux diffuseurs qui sont TF1, France Télévisions. On voit ce qu'ils veulent faire, est-ce qu'ils veulent faire un magazine, etc. Donc, soit ils nous disent, on va le faire en interne chez nous, soit on va vous prendre un plateau, ce qui a été le cas pour France Télévisions. Ils nous ont immobilisé un plateau, on a fait toutes les émissions politiques. On recevait chaque semaine, avec les débatteurs. Et après, il y a le fameux plateau du débat d'entre-deux tours. Donc ça se fait toujours chez nous. D'accord. Voilà. Et là, là, c'est une grosse préparation. C'est plusieurs mois en avance, généralement, parce qu'on a la chance de connaître la date. D'accord. Alors, on ne connaît pas les 2 finalistes. Oui, bien sûr. Mais on a la chance de connaître la date. Et là, oui, c'est une grosse préparation, parce que c'est une émission qui fait environ 12 millions de téléspectateurs, donc on ne peut pas se planter. Bien sûr. Voilà. Et en termes de sécurité, j'imagine que vous avez des contraintes qui doivent être absolument... Alors, nous, on décide de rien. C'est-à-dire que nous, on donne les plans. Et après, évidemment, c'est le service de l'Élysée, le ministère de l'Intérieur, la police qui gère, mais voilà. D'accord. Donc ça veut quand même dire que vous avez une énorme réactivité, vous avez une adaptabilité, flexibilité absolument incroyable, agilité dans la façon de travailler, rapidité aussi. Oui, en fait, mais c'est pour ça que... sans dire, en toute modestie, je crois qu'on est le prestataire préféré de nos clients. En fait, pourquoi ? Parce qu'on a cette capacité à pouvoir s'adapter. Le meilleur exemple, je vous dis franchement, ça a été le Covid. Ah, mais justement, j'allais te poser cette question parce que c'est fabuleux ce que vous avez fait, tu me l'avais le raconté. Covid, discussion de couloir avec Cyril Lignac qui dit j'ai une demande pour faire une émission, on réfléchit et 3 jours après, on a mis à place tous en cuisine, où il était dans sa cuisine et on a mis des Skype, etc. avec des gens qui étaient chez eux. C'était un accélérateur. Et après, c'était France Télévisions où ils nous ont dit, on va monter une chaîne éducative pour que les enfants puissent suivre les cours à distance, etc. Et ils ont lancé avec nous l'UMNI, qui est un programme éducatif. Et on a dit, mais dans combien de temps ? Dans 4 jours, il faut être à l'antenne. Et on leur a dit, la seule solution, c'est de faire un décor virtuel, parce qu'on n'avait pas le temps matériel de construire un décor, etc. Ils nous ont dit, bon coup, on y va. Et là, c'était un accélérateur de particules avec l'hyper-réalité, où en temps réel, on avait des personnages réels qui évoluaient dans un décor en 3D. Donc ça a été pour nous aussi un pari sur la technique, mais on l'a relevé, ça s'est super bien passé. Et surtout, ce qui est génial, c'est que là, on était en parfaite confiance avec le diffuseur. Et c'était passionnant parce que... En 4 jours, c'est incroyable. En 4 jours, Culture Box... 4 jours et 4 nuits, ce qui fait 8 jours. Tout à fait. Culture Box, la chaîne sur France Télévisions, de la culture, c'était 3 jours. En 3 jours, on a mis en place une chaîne de télé.
Voilà. Incroyable. Alors eux aussi, ils ont été très très forts, parce qu'il faut faire l'édito. Nous on ne fait pas l'édito, on ne fait que la partie technique. Mais c'était une véritable gageure et franchement on était vraiment très très fiers. En plus ça a cartonné. Mais en fait ça nous fait plus peur. Parce qu'on dit des fous et en fait, non, en fait on y arrive. Pourquoi? Parce qu'on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des gens incroyables, vraiment, des techniciens, et on le dira jamais assez. Mais oui, derrière, il y a des gens qui cogitent, et surtout sur lesquels nous on s'appuie, vraiment, et on a cette chance-là, et c'est énorme. Et justement, sur Culture Box, sur l'émission de Guignac, vous aviez les mêmes équipes, j'imagine? C'est les mêmes techniciens, donc là, effectivement, il y a une certaine forme de connaissance de comment les uns travaillent, comment vous connaissiez, quoi, dans l'approche professionnelle. Bien sûr, non, mais si tu veux, nous, en fait, on a des chefs de projet, des chefs de poste, des responsables audio, vidéo, etc. Donc, ils savent exactement quel profil ils vont mettre, sur quelle typologie de programme. Voilà, et c'est ça aussi qui est bien. Et pourtant, il y a des intermittents, malgré tout. Bien sûr. Mais il y a pléthore de métiers, chacun a sa spécialité. Et donc, en fait, quand on a un programme qui tombe, on a les chefs de projet qui disent « Ok, je connais le meilleur profil, le meilleur chef de car, ça va être ça, etc. » Et voilà, et nous, on fait une confiance absolue parce qu'on sait que ça va matcher. Et aussi par rapport au désir du client. Parce que le client, on se connaît tous, etc. Il aime bien retrouver ses équipes habituelles. Il sait qu'il peut compter sur son ingénieur du son, sur son OP serveur, et voilà. Alors, on va parler un peu de toi, Greg. Ben oui. Quel a été ton parcours? Je crois que tu as démarré par des études de droit. Ouais. Et que tu as réussi le concours de la FEMIS. Ouais. Et que finalement, tu as choisi une voie différente. C'est ça. Mais bon, il y a quand même, on est quand même encore un peu, dans le milieu et dans tout cet univers. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais. Moi, j'ai toujours été un fou furieux de cinéma. Parce que j'ai fait beaucoup de stages régie, etc. J'étais renfort régie sur Le Grand Bleu, par exemple. D'accord. Ouais, je nettoyais les toilettes. C'est authentique. Mais bon, ça m'a toujours passionné. Et en fait, oui, après mon bac, j'ai passé le concours et mon père voyait pas ça d'un très bon œil, donc du coup, j'ai fait du droit. Ça m'a pas plu, j'ai arrêté. Et puis après, je me suis dit, j'ai fait une école de commerce parce que c'était à la mode à l'époque. Et puis bon. Puis là, j'ai surtout vu ce que je voulais pas faire. Et j'ai eu la chance, parce qu'en deuxième année, je devais faire un stage dans une entreprise, enfin plutôt en troisième année. Et dès la deuxième année, j'ai eu une chance incroyable. J'ai fait un stage dans une société de production. D'accord. Voilà, où j'étais stagiaire de production, qui était spécialisée dans les documentaires animaliers. Quel rapport avec la choucroute, je ne connaissais rien. Donc j'ai appris et ça s'est très bien passé. Au bout de 3 mois, ils m'ont engagé. Donc je suis devenu assistant de production. Je n'avais pas fini mes études. Et après, tout s'est enchaîné. Voilà. C'était parti. C'est ça. Et après, c'était au début des années 90. Et après, j'ai enquillé. J'ai fait plein de métiers différents. J'ai été chargé de prod, coordinateur de prod. J'ai fait un peu de réalisation. Pour le bienfait de l'humanité, j'ai arrêté, heureusement. J'ai été premier assistant réal. Voilà. Et puis après, surtout, pendant très longtemps, j'ai fait de la production. J'étais producteur, mais pendant très longtemps, j'étais directeur de production. D'accord. Voilà. C'est très très riche, mais c'est justement... Pourquoi je te questionne là-dessus, c'est que quand on se voit, souvent tu évoques ton amplitude d'horaire, la disponibilité qu'il faut avoir, le fait que tu sois toujours sur le pont, il faut être infaillible. Tu t'occupes des émissions, donc tu passes à pas d'heure le soir sur Starac, The Voice ou que sais-je. Pourtant, tu as une vraie vie de famille, tu as une famille nombreuse, je crois. C'est un travail passion quand même s'il touche à l'aspect technique du monde du spectacle. On ne fait pas ce métier si on n'est pas passionné. C'est-à-dire que si on fait ce métier, puis on regarde sur sa montre, on dit allez, 17h, je pars. Non, c'est fini. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'en fait, faut avoir envie. De toute façon, on a quand même la chance de faire un métier qui est quand même assez incroyable. On fait des choses différentes. Moi, je me lève le matin, parfois je ne sais pas ce que je vais faire, franchement. C'est génial. Parce qu'on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. La semaine prochaine, on a la Fashion Week, on va faire de la mode. Après, on va peut-être faire un concert, plus toutes les émissions qu'on a, etc. Et ça, c'est vraiment, vraiment passionnant. Voilà. Parce qu'il n'y a jamais de routine. Je pense que ça, c'est ce qui fait justement qu'on a cette niaque et qu'on a envie de se lever tous les matins et de se dire alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Après, mon métier en tant que directeur commercial fait que oui, je suis obligé d'être au contact des clients et c'est bien évidemment de passer et d'entretenir le relationnel, c'est extrêmement important. De toute façon, voilà. Parce que s'il y a une panne, c'est pas moi qui vais le faire, qui va réparer, mais non, c'est extrêmement important. Le client sait qu'il est là, il peut compter sur nous et on se doit d'être réactif tout le temps parce que nous, on tourne vraiment tous les jours.
Nous, sur la partie plateau, c'est environ 4000 tournages par an. C'est énorme. Sur la partie plateau uniquement, en moyenne, je crois qu'on va faire 10 000 tournages par an. Donc tu vas voir tes clients, mais pour effectivement travailler le réseau, entretenir le réseau. Toujours. On parlait du réseau tout à l'heure, c'est extrêmement important. Ah bah oui. Oui, parce que je ne crois pas non plus à la chance. C'est vrai que c'est un réseau. Je posais, justement, ça me permet de faire cette transition. Alors, je pense qu'il y a un dieu du cinéma. Parce que parfois, on fait des tournages, on sait qu'on va dans le mur, mais ça se passe toujours très bien. D'accord. Voilà. Et on se dit, ouais, quand même, il y a quelqu'un au-dessus qui veille sur nous. Non, je rigole, mais c'est vrai que parfois, on se dit, c'est chaud, mais on n'a jamais planté un tournage. Je n'ai jamais planté un tournage de ma vie. Ça s'est toujours bien passé. Donc, toujours bien passé. Toujours. Vraiment. Et on n'a jamais fait un noir antenne. Ça se passe toujours bien, en fait. Mais pourquoi? Parce que maintenant, on sait qu'on peut compter sur les gens et que les gens font le nécessaire. Donc, on sait qu'on a cette chance de pouvoir s'appuyer sur les gens. Et sinon, oui, le reste, c'est bien sûr, c'est son réseau, c'est de l'opportunité. Il ne faut pas être timide. Voilà. Faut oser, bien sûr, en étant bien évidemment toujours humble, etc. Mais c'est un réseau, il faut l'entretenir parce que ce n'est que ça. Que ça. Et donc, ça te prend combien de temps finalement Alors, tu n'as pas de journée type, puisque tu disais que justement, aucune journée qui est la même du jour au lendemain. Mais globalement, tu passes combien de temps à faire du réseau? Tu passes combien de temps à faire des propositions à tes clients? Est-ce que c'est un job finalement statique, pas statique? Donc non, moi je te vois toujours bouger dans tous les sens, mais statique un peu quand même, parce que moi j'ai une équipe, voilà, on a beaucoup de dossiers qui sont quand même des gros dossiers, donc faut les suivre, etc. Puis c'est pas un dossier avec une personne, parce que c'est une multitude de postes, etc. Donc faut bien on voit bien que les choses sont bien coordonnées avec tous les services. Mais après, oui, c'est du réseau en permanence, parce que nous, on est obligé d'anticiper au maximum. C'est-à-dire que tout le temps, c'est-à-dire que là, on est en janvier, mais moi, je me projette déjà sur septembre, octobre, novembre, janvier, février 2024, pour savoir ce qu'on va faire. Quasiment toujours un an d'avance. Toujours. Il faut, parce qu'en fait, on part sur des émissions au long cours, on ne peut pas se planter. Nous, sur les plateaux, quand on propose à un client de s'installer sur un plateau, c'est pas anodin, parce qu'on ne peut pas lui dire au bout de 2 mois, finalement, je vais te changer de place. Une fois que tu es installé, tu ne peux plus bouger. Donc voilà, mais ça a aussi une implication sur qu'est-ce qui va se passer à côté. Donc c'est en cela aussi où c'est extrêmement passionnant, parce qu'il faut qu'on soit au cœur de tous les projets. Donc les producteurs nous font confiance, on a quand même une confidentialité qui est extrêmement importante quand même à respecter, parce qu'il faut savoir que les producteurs ont aussi des droits, ils ont acquis des formats sur lesquels ils ne peuvent pas encore communiquer à cause de la concurrence. Donc ils nous mettent dans la confidence en disant voilà, j'ai un projet, parce qu'il faut savoir que nous, on n'est pas qu'un prestataire technique, on est vraiment force de proposition, et c'est nous qui établissons le cahier des charges pour le client. D'accord. Donc il nous dit voilà, j'ai vu telle émission, comment on peut la faire, etc. Bien évidemment, combien ça coûte. Donc on l'aide vraiment avant son pré-budget pour que lui puisse le pitcher et le vendre convenablement à la chaîne. Donc on n'a pas intérêt à se planter. Mais c'est pour ça que nous, on est obligé de connaître aussi tous les projets en amont pour bien pouvoir réceptionner tous les gens, parce qu'on fait beaucoup d'émissions et on ne peut pas dire à un client désolé, on n'a pas de place. En fait, ça n'existe pas et ça n'est jamais arrivé en fait. L'impossible ne doit pas exister. Non, c'est impossible. On n'a jamais refusé qui que ce soit et on ne le fera jamais en fait, parce qu'on trouvera toujours des solutions. Et ça, c'est super. Moi, j'adore ce terme. On trouvera toujours des solutions. Toujours. Alors, un studio de tournage, justement, on en parle depuis tout à l'heure. C'est quoi au juste? Au départ, c'est un grand hangar dans lequel il faut tout construire, tout aménager à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que vous y apportez en fait? Nous, à la différence des studios cinéma, en cinéma, oui, c'est plutôt un hangar, non, bien évidemment, c'est beaucoup trop péjoratif, ça reste quand même un studio. Mais nous, si vous voulez, sur les plateaux, d'abord, on reçoit du public. Donc, nous sommes un établissement recevant du public, donc un bâtiment type ERP. Donc, on est obligé d'avoir des accès PMR pour les personnes handicapées. On est obligé d'avoir un certain nombre de sanitaires. On doit proposer des loges, des bureaux de production. Des dégagements des issues de secours. Voilà. Donc, c'est beaucoup de normes à respecter. Un ERP. On a un ERP, recevant de public, mais on est au-delà de ça. D'accord. C'est-à-dire que tu as eu l'occasion de venir au studio du Landy, où je ne dis pas qu'on fait de l'hôtellerie, mais on a un niveau on place quand même une exigence, une excellence sur la qualité de service, puisque quand on reçoit quand même beaucoup de public, mais surtout beaucoup de chanteurs, de gens connus, des acteurs, etc., on se doit quand même de les recevoir dans un univers quand même plutôt confortable, on va dire ça comme ça. Donc oui,
Oui, donc il y a ça, et après il y a tous les aspects techniques, puisqu'il faut qu'on ait assez de puissance électrique. On a quand même beaucoup de matériel sur le plateau, on a des grosses infra-lumières, etc. On a la structure. Donc tous nos plateaux sont équipés de grilles à lame sur lesquelles on puisse accrocher facilement de la structure, des moteurs. Voilà. Donc ça doit représenter des millions et des millions d'investissements. Oui, en gros, sans dévoiler trop de chiffres, mais nous, on n'est que locataires. On n'est pas propriétaires. Mais nous non plus, à la plaine, ça reste très marginal. Oui, parce que nous, le loyer, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Il faut savoir que la France, c'est assez rare, dans la mesure où on est l'un des rares pays du monde où on a autant de plateaux dans la capitale. Parce qu'on est dans le Grand Paris. Il faut savoir qu'on a 2 plateaux dans Paris. On a Cieux Gabriel, que vous connaissez, avec Michel Drucker. On fait beaucoup de choses dessus, surtout de l'événementiel. On a aussi des studios Rive Gauche où on fait quotidien, 28 minutes, Culture Box, etc. Et à la plaine, on est aux portes de Paris. Voilà. Il se trouve que quand vous allez à Londres, on est à 80-100 km de Londres. Los Angeles, c'est pareil, c'est une centaine de kilomètres. La logique économique voudrait qu'on soit dans l'Oise. Mais oui, pour que ça soit cohérent, voilà. Non, finalement, on est aux portes de Paris, ça se passe très très bien, mais on a forcément une répercussion des loyers de Paris qui se répercutent chez nous. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Grégory. Merci d'avoir partagé avec nous et les internautes ton expérience, ton expertise. Tu sais que tu es toujours le bienvenu à la SAE, donc il faut venir plus souvent. On est entre voisins. Et nous ouvrons d'ailleurs la rentrée prochaine une filière production. Et j'espère que nos futurs étudiants pourront avoir la chance de bénéficier de ton expérience. Avec grand plaisir. Ce serait vraiment génial que tu puisses nous animer une masterclass ou pourquoi pas même des workshops avec nos étudiants pour les éveiller, en tout cas à tout ce que tu viens de dire. Et vraiment, Dieu sait que c'est passionnant et je pense qu'ils apprendraient énormément de toi. En tout cas, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. D'ailleurs, dans notre école, on a plutôt intérêt à avoir la bonne oreille. Greg, je te garde avec moi. Je te présente Valentin et Johan qui sont juste derrière. Parce qu'à la SAE Parents Live, le live, on aime ça. Alors, on les écoute en live, bien sûr. C'est à vous, messieurs. En tout cas, merci beaucoup messieurs, vous nous avez vraiment ambiancé, c'était super. On a trouvé ça très agréable, on a vraiment passé un super moment. En tout cas, j'espère que nos internautes aussi. En tout cas, nous, on a pris vraiment beaucoup de plaisir à être avec vous et on espère que vous reviendrez pour une prochaine SAE Parents Live. Ce sera avec plaisir. Merci. Alors, vous souhaitez nous rencontrer, vous avez envie de visiter l'école, vous voulez nous rejoindre, alors n'attendez pas et connectez-vous dès à présent sur notre site www.sae.edu pour trouver toutes nos formations, nos événements et les dates de nos journées portes ouvertes. C'est la fin de ce live, je remercie toutes les équipes, nos invités si généreux dans leur partage d'expérience et surtout les étudiants de la SAE qui sont autour de moi, qui ont vraiment fait en sorte que ce live existe. Merci aussi aux équipes pédagogiques qui ont été sur le pont pour encadrer. Je vous remercie de nous avoir suivis et à très vite pour un prochain numéro de la SAE Parents Live. Merci beaucoup. Merci. C'était